Coucou! Aujourd'hui je te fais une vidéo qui risque d'être très longue parce que je vais te parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est assez long et pour moi il y a énormément de tenants et d'aboutissants, et donc pour bien comprendre mon propos, je pense que c'est important d'avoir certains détails et ils sont assez nombreux. Du coup, clairement, je sais que je ne suis pas capable de te raconter cette histoire de manière courte, donc accroche-toi. Je vais d'abord t'expliquer quelle était ma maladie et quelles étaient aussi un peu les conséquences que ça avait sur mon quotidien, d'avoir une maladie chronique, handicapante, mais invisible. Je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant de développer. Après, je vais te parler un peu des expériences que j'ai eues en médecine non conventionnelle et de la philosophie un petit peu qu'il y a derrière et de mes expériences. Et je vais aussi te parler de l'influence du mental sur ma maladie. Donc je vais te parler aussi d'un aspect un peu plus psychologique et de l'introspection psychologique que j'ai faite. C'est pour ça que c'est très personnel, même si je vais quand même essayer de garder une certaine distance. Alors, premièrement, la définition de narcolepsie. C'est un trouble du sommeil chronique et elle est caractérisée par un sommeil excessif. Par exemple, je ne me suis jamais, mais au grand jamais, réveillée comme la plupart des enfants à 7h du matin pour regarder les dessins animés tous les jours, même le week-end. Moi j'ai toujours eu énormément de mal à me réveiller à 7h du matin pour être en cours à 8h et j'ai toujours dormi au moins jusqu'à 10h le week-end, quand c'était pas jusqu'à 14h. J'ai toujours été une grosse dormeuse. On disait que j'étais une marmotte pour rire. Ça veut dire que j'ai toujours dormi au minimum 10 heures par nuit. Mais en fait, si je dormais moins de 10 heures, j'avais vraiment du mal à tenir la journée. Et je pouvais dormir jusqu'à 14 heures par jour. Ça, c'était jusqu'à mes 18 ans. Et je crois qu'après, mon état s'est empiré parce que j'avais du mal à dormir après mes 20 ans. J'avais du mal à dormir moins de 12 heures. Même 10 heures, ça commençait à être pas assez. Et vers mes 23-24 ans, quand mon état a vraiment empiré, ça m'arrivait de dormir 14 heures non-stop la nuit. Donc je me réveillais même pas, hein. Je dormais 14 heures non-stop. Et après je me réveillais, j'étais un peu groggy, tu vois, j'étais pas hyper en forme non plus. Et ça m'arrivait de refaire une sieste, parfois de 4 heures dans l'après-midi, alors que j'avais dormi 14 heures la nuit. Donc 14 plus 4, ça fait 18 heures, sachant qu'il y a 24 heures dans une journée, ça m'arrivait de dormir 18 heures et d'être réveillée uniquement 6 heures et après de me rendormir pour une nuit d'au moins 10 à 12 heures de sommeil. Donc je dormais énormément. Et quand j'étais réveillée, en fait je n'étais jamais vraiment hyper réveillée. J'étais toujours un peu molle, un peu fatiguée. Et je m'en suis rendu compte après, quand je n'étais plus narcoleptique, je vais t'en reparler en fin de vidéo, mais en fait j'étais toujours dans un état à moitié endormi, mais sur le coup je ne m'en rendais pas compte parce que c'est l'état que je connaissais depuis tout le temps, donc je pouvais pas faire la différence et savoir quel était le vrai état d'éveil, mais en fait j'étais toujours dans un état un peu second qui était entre le sommeil et l'éveil, donc pas complètement réveillée, je connaissais pas du tout cet état avant récemment, ce qui fait que j'étais aussi capable à n'importe quel moment de m'endormir très rapidement. Donc moi par exemple typiquement, si je savais pas trop quoi faire, ce que j'avais l'habitude de faire c'est de me poser sur le canapé ou de me poser sur le lit et je m'endormais généralement en 5 minutes chrono. Et on en vient à la sous-partie de cette première partie qui est les conséquences dans ma vie de cette maladie qui est quand même assez handicapante. Je pense que tu peux intuitivement comprendre que quand tu as besoin de beaucoup dormir, c'est assez handicapant dans la vie. Premièrement parce que j'ai été diagnostiquée extrêmement tardivement, alors que depuis
mon enfance, je me plaignais de trop dormir, d'être tout le temps fatiguée, j'ai été diagnostiquée narcoleptique uniquement en février 2016 quand j'avais 24 ans. Parce que, en fait, le problème de la narcolepsie, c'est que le principal symptôme, c'est d'être très fatigué et de dormir beaucoup. Le problème, c'est qu'être fatigué et beaucoup dormir, c'est pas considéré comme une maladie grave, ce n'est pas alarmant. Et en plus, il y a énormément de maladies qui ont aussi ce symptôme d'être fatigué. Donc, moi typiquement, toute mon enfance, on a considéré que ce n'était pas très grave et que c'était même plutôt normal que je sois fatiguée parce que j'étais en croissance. Après, quand j'ai été adolescente, on considérait que c'était normal que je sois tout le temps fatiguée parce que j'étais adolescente. Ensuite, quand j'ai eu dans les 18 ans, on considérait que c'était normal que j'étais fatiguée parce que je travaillais et j'étais étudiante à côté. Donc du coup, c'est vrai que j'avais un rythme assez épuisant. Et je ne sais pas d'ailleurs comment j'ai fait pour tenir ce rythme alors que j'étais narcoleptique. Mais donc du coup, on considérait que c'était plutôt normal. Et on a commencé à ajouter le fait que j'avais un caractère un peu dépressif. Et c'est vrai que j'étais en dépression chronique tous les hivers et que j'avais un caractère assez... J'étais toujours à la limite de la dépression en fin de compte. Et du coup, on disait, mais en minimisant, oui, bah, c'est normal que tu sois un peu fatiguée, t'es un peu déprimée, prends-toi des petites vacances et ça ira mieux. Et du coup, c'est vrai que j'ai jamais vraiment senti que cette maladie était prise au sérieux, en fait, que ce trouble était pris au sérieux avant mes 24 ans, avant que finalement je change de généraliste et que le nouveau généraliste me dise ah ouais, c'est bizarre quand même que tu dormes 12 heures par nuit et que tu sois hyper fatiguée et que tu puisses encore faire des siestes de 4 heures. Va quand même au centre du sommeil de l'Hôtel-Dieu à côté de l'église de Notre-Dame, à côté de la cathédrale de Notre-Dame, faire quand même des petits tests. Et donc c'est là que j'ai fait les tests et c'est là que j'ai été diagnostiquée. Donc rapidement le diagnostic, j'ai eu des électrodes pendant toute une journée et pendant toute une nuit et on a observé du coup mon sommeil. Les médecins se sont rendus compte que mon sommeil n'était pas dans la norme et ce qui était assez caractéristique apparemment de la narcolepsie. Donc normalement, quand tu t'endors, tu tombes d'abord dans une phase de sommeil léger. Donc c'est la phase de sommeil où tu peux encore te réveiller. Ensuite, si tu continues à dormir, tu passes dans le sommeil profond, c'est le sommeil réparateur. Et si tu continues à dormir, tu passes après dans le sommeil paradoxal. C'est le sommeil qui n'est pas réparateur parce qu'en fait ton état cérébral est proche de l'éveil. Et en fait c'est l'état où tu rêves. Et après en fait toute la nuit tu fais des cycles comme ça où tu repasses dans le sommeil léger, ensuite sommeil profond et ensuite sommeil paradoxal. Et le sommeil normal c'est dans cet ordre là. Et moi en fait avec les électrodes ils se sont rendus compte que je tombais directement dans le sommeil paradoxal. Et ça apparemment c'est caractéristique de la narcolepsie. Un autre élément qui a aidé à mon diagnostic, c'est qu'ils m'ont fait une prise de sang, ils ont analysé mon ADN et ils ont trouvé ce qu'on appelle un marqueur génétique qui est associé à la narcolepsie. Alors, la narcolepsie, on ne sait pas à quoi c'est dû, on ne connaît pas les mécanismes de la narcolepsie. Par contre, ce que les médecins ont fait, c'est qu'ils ont fait des analyses ADN des personnes qui avaient été diagnostiquées narcoleptiques et ils se sont rendus compte que les personnes narcoleptiques avaient souvent ce qu'on appelle un marqueur ADN. Donc, ça veut dire que dans l'ADN, il y a une séquence particulière. Mais en fait, on l'appelle un marqueur et pas un gène parce que concrètement, on ne peut pas dire c'est un gène qui produit une protéine qui a tel impact, par exemple dans le cerveau, et il y a une mutation sur cette protéine et c'est ça qui provoque la maladie. En fait, c'est juste une séquence d'ADN, mais si ça se trouve, c'est une séquence d'ADN qui n'a rien à voir avec la narcolepsie.
mais peut-être que c'est une séquence ADN qui est à côté d'un gène qui lui a un rapport avec la narcolepsie. Donc en fait, le fait de trouver cette séquence ADN, ça n'aide pas à caractériser ou à comprendre les mécanismes de la narcolepsie, mais c'est juste une corrélation que les médecins ont faite, et c'est probablement parce que ce marqueur est lié à un gène qui est lié à la narcolepsie, mais comme on n'a pas trouvé le gène, on ne sait pas en fait vraiment. Et le troisième élément qui a aidé à mon diagnostic, c'était l'amplitude en fait de mon sommeil et les symptômes, donc le fait que j'étais tout le temps fatiguée et aussi le fait que j'étais un peu en surpoids. C'est quelque chose qu'ils ont souvent remarqué chez les personnes narcoleptiques. Et en fait, socialement, c'était très difficile pour moi d'être narcoleptique. Déjà parce que je n'étais pas diagnostiquée. Donc du coup, je ne pouvais pas dire, bah écoutez, en fait, je suis malade. Et deuxièmement, parce que, en fait, bon, après c'est aussi la manière dont moi je l'ai vécu, hein. Peut-être que d'autres personnes ne l'ont pas vécu comme ça. Mais je pense que c'est assez compréhensible, c'est instinctivement assez logique de s'imaginer que c'est une maladie un peu honteuse. Parce qu'en fait, déjà il y a un peu une croyance qui dit que par exemple les personnes qui se lèvent tard, qui ne sont pas du matin, sont des personnes un peu fainéantes, sont des personnes qui ne sont pas très ambitieuses. Ce n'est pas valorisé en fait de faire la grasse matinée. Souvent les gens ont tendance à se moquer des gens qui dorment beaucoup et qui font des grasses matinées et qui n'arrivent pas à se lever tôt. Je pense qu'effectivement il y a des gens qui ont des facilités à se lever le matin et du coup ils vont être plutôt couche tôt, et il y a des gens qui ont des facilités à se coucher tard, mais du coup ils vont avoir moins de facilité à se lever tôt le matin. Et je pense que voilà, c'est ni bien ni mal. Par contre, très clairement, pour la plupart des jobs dans notre société et pour l'intégration, c'est quand même plus simple de faire partie du camp de ceux qui sont lève-tôt, et c'est quand même bien plus valorisé. Du coup, c'est vrai que c'était assez difficile quand, par exemple, j'arrivais pas à me réveiller le matin, de justifier le fait que j'étais en retard ou que j'étais absente au premier cours quand j'étais au lycée ou au collège, ou même en primaire. C'était aussi assez difficile de justifier ça auprès de mon employeur quand j'arrivais pas à venir tôt le matin. Et moi j'en avais extrêmement honte, et en plus je ne savais pas que j'étais malade, donc du coup c'était encore plus difficile parce que je pensais que c'est parce que j'étais fainéante, parce que j'arrivais pas... Enfin voilà, je me suis énormément auto-flagellée là-dessus, et j'ai cru que ça allait s'améliorer quand j'ai eu le diagnostic. Et en fait pas du tout. À l'époque quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais en Master 2 et je faisais un stage de 6 mois dans un laboratoire de recherche. Et en fait, quand je l'ai su, pour moi ça a été une énorme libération. Je l'ai dit à mes collègues et à mon boss. Mon boss était quelqu'un de très bienveillant et c'était vraiment une magnifique personne, et elle n'a pas réagi, et je pense que c'était la meilleure réaction qu'elle pouvait avoir en tant qu'employeur. Et c'est vrai qu'encore une fois, mais bon ça c'est moi, c'était peut-être un peu personnel, et en fait peut-être que j'aurais dû me passer d'en parler à mon travail, mais bon moi je suis comme ça et j'en ai parlé parce que c'était très important pour moi d'en parler, de partager ça en fait. Et certaines de mes collègues ne l'ont pas vraiment pris au sérieux. Franchement, je comprends toujours pas trop leur réaction. Et avec le recul, je me rends compte que l'une de mes collègues me faisait quand même du harcèlement moral. Et elle était assez méchante en fait avec moi. Et je n'ai pas réussi à analyser le truc, mais en gros ce qui ressortait c'était quand même pas mal de moqueries, pas énormément de considération, pas énormément d'écoute. Et par exemple je me rappelle que à la fin de mon stage j'étais épuisée parce que j'ai énormément travaillé, c'était très éprouvant pour moi. Et je sentais que ma collègue n'avait pas conscience de l'état d'épuisement dans lequel j'étais. Donc j'ai voulu lui exprimer ça en me plaignant, en disant mais je crois que tu te rends pas compte, au début j'étais tout le temps épuisée. En plus j'étais dans un état, tu sais c'est un peu comme quand tu te réveilles à 5h du mat,
parce que tu dois prendre ton avion, t'es dans un état un peu vaseux, t'as un peu mal au ventre, t'es un peu nauséeux, t'es fatigué, t'as vraiment la tête dans le cul. Bah en fait moi j'étais tout le temps dans cet état là quoi. Et notamment au début de mon stage parce que je faisais énormément d'efforts parce que ma collègue qui me formait et qui était aussi celle qui était pas hyper sympa avec moi, elle avait un rythme où elle se levait très tôt le matin et elle était à 7h30 au travail et elle partait du coup à 16h. Et du coup, comme elle me formait, en fait, j'étais obligée de me caler sur son rythme. Et donc, du coup, il fallait que je vienne à 8h au travail. Et pour moi, en fait, c'était extrêmement difficile. Donc, c'est pour ça que j'exprimais ça à mon autre collègue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma collègue qui me formait, qui était pas très sympa avec moi, elle était aussi enceinte à cette époque-là, mais elle l'avait pas dit. Et à la fin de mon stage, quand je me plaignais à ma deuxième collègue, j'espère que t'arrives à suivre, ma deuxième collègue, en rigolant, m'a dit ah ouais, mais tu sais, Sophie aussi, donc ma formatrice qui était pas très sympa avec moi, elle aussi, elle était tout le temps nauséeuse et fatiguée au début de ton stage. L'air de dire, parce qu'elle était enceinte, l'air de dire arrête de te plaindre, y a d'autres gens qui connaissent ça aussi. Sauf que là où je trouve que c'est hyper violent ce qu'elle m'a dit, c'est que moi, il s'agissait d'une maladie que je pensais incurable à l'époque. Donc en fait, j'allais être probablement toute ma vie dans cet état-là. Et Sophie, elle était enceinte. Donc c'était quelque chose de transitoire. Donc effectivement, c'est dans les deux cas, ça reste difficile de travailler quand tu es très fatigué et quand tu as la nausée. Mais en fait, pour moi, c'était extrêmement violent parce que j'avais l'impression qu'elle ne prenait pas du tout en considération mon mal-être et ma maladie. Et en fait, globalement, on a toujours attendu de moi que je produise les mêmes choses qu'une personne qui n'était pas malade. Alors qu'en fait, moi, j'étais en situation d'handicap, mais un handicap invisible. Et d'un certain côté, j'ai une certaine fierté, mais je pense que j'ai tort. J'ai une certaine fierté à ne pas avoir utilisé ma maladie comme excuse, parce que du coup, je me suis quand même défoncée et j'ai énormément travaillé et j'ai quand même réussi à avoir un master, donc faire 5 ans d'études, qui était quand même difficile et qui demandait beaucoup d'énergie. À côté, je travaillais énormément. Globalement, pendant 5 ans, j'ai quasiment fait du 7 jours sur 7, sauf les 2 dernières années. Je travaillais à peu près 70 heures par semaine de temps effectif, sans compter les devoirs que je devais faire. Et en plus, je faisais des études très intellectuelles, donc ça me demandait énormément d'énergie et de concentration pour comprendre. Et même si au début, notamment mes 3 premières années d'études en licence, à chaque fois je passais au rattrapage, mais j'ai quand même réussi à assimiler les notions essentielles. Et après, en master, j'étais quand même assez douée et j'arrivais parfois à me défoncer et à vraiment avoir de bonnes notes dans certaines matières. Et j'ai réussi à avoir au final mon master avec une mention bien, dont je suis très fière. Donc j'ai quand même réussi à me dépasser. Et aussi, vu que j'avais honte de ma maladie, je n'en parlais pas du fait que j'étais tout le temps fatiguée. Et je pense que la plupart des gens qui m'ont connue à cette époque-là sont étonnés en fait, vont être étonnés de découvrir que j'étais malade et que j'étais narcoleptique. Parce qu'en fait, j'étais dans un état où je me poussais tellement que, par exemple, j'étais incapable d'être vraiment posée et sereine. C'était un état que je ne connaissais pas parce qu'en fait, j'étais tout le temps tellement épuisée que quand je voulais être dans un état un peu réveillé, en fait, j'étais surexcitée. Donc du coup, j'étais un peu, tu sais, je pense que ça a dû t'arriver, si par exemple tu as fait une nuit blanche et que tu dois quand même travailler derrière, ou que tu as très peu dormi pendant une semaine et que tu dois quand même assurer et que tu dois quand même travailler, il y a un moment où tu arrives, où tu bois du café et tu es dans un état un peu de surexcitation en fait. Tu es un peu comme une pile électrique parce que si tu veux tenir, si tu veux ne pas t'endormir, en fait il faut que tu maintiennes un certain stress. Et du coup moi j'étais un peu tout le temps dans cet état-là, donc je pense que j'ai été pas mal insupportable pour de nombreuses personnes, mais c'était ma manière, en fait j'étais en survie tout le temps. Et là où j'ai tort d'en être un peu fière, c'est parce qu'en fait j'ai fait preuve d'énormément de violence envers moi-même, parce que quand je suis arrivée à 24 ans,
je crois que j'étais dans un tel niveau d'épuisement. Je m'étais tellement dépassée toute ma vie. Je m'étais tellement poussée au-delà de mes limites en fait. Et je n'avais tellement pas écouté mes besoins qu'en fait je crois, je dis extrêmement sérieusement, je crois que j'étais à 2 doigts de crever en fait. J'étais tellement épuisée que par moment, si tu veux, je tenais plus debout. Je me souviens de moments où j'allais en cours le matin et en fait, je n'arrivais même plus à maîtriser ma locomotion. Je n'arrivais plus à monter des escaliers en fait. Je trébuchais, je tombais dans les escaliers parce qu'en fait, je n'arrivais plus à monter des marches, tu vois, à lever les pieds, à être coordonnée. Tellement que j'étais dans un état mais d'épuisement extrême. Je pense que j'étais de plus en plus malade aussi. Et comme je n'écoutais pas mon corps, que je ne prenais pas les mesures pour me soigner, je crois que j'étais vraiment en train de m'intoxiquer. Et je pense que... Je peux pas vraiment te dire pourquoi. J'ai pas vraiment la preuve, mais je sens que j'étais à 2 doigts d'être diabétique en fait. Parce que vu que je me poussais énormément, ce que j'avais l'impression qui fonctionnait, c'était le sucre pour me réveiller. Et c'est vrai que déjà j'avais tout le temps envie de manger du sucre. Parce que je crois que quand t'es fatigué, t'as envie d'énergie rapide. Donc du coup tu manges du sucre. Mais en fait le problème c'est que j'en mangeais énormément. Et je crois que j'épuisais mon pancréas notamment. Et j'ai vraiment l'impression que j'étais à 2 doigts d'être diabétique. Et quand tu es diabétique, c'est une maladie pour le coup vraiment incurable. Et voilà, j'étais à 2 doigts à 24 ans de devenir diabétique et de me bousiller le reste de ma vie. Et je pense qu'il aurait... Si j'avais continué comme ça, en fait je sais pas si je serais encore là pour te raconter ça. Vraiment, je te jure, j'étais tellement épuisée que j'étais à 2 doigts d'en mourir, d'épuisement en fait. Ça m'a rendu un peu triste de reprendre conscience de ça, à quel point j'avais été violente envers moi-même et à quel point je n'avais pas pris soin de moi. Du coup, je me suis accordé une petite pause chocolatée. Voilà, un petit réconfort sucré. Et en fait, c'est cet état extrêmement limite qui m'a en fait un peu un jour, c'est un peu la vie, qui m'a forcée à m'arrêter dans mon délire de je suis forte, je suis invincible, je vais y arriver. Et c'est un peu la vie qui m'a forcée à prendre soin de moi parce que moi je n'avais pas cette habitude là de prendre soin de moi, ouais, moi je n'avais pas cette habitude là et du coup la vie, les choses de la vie ont fait que j'étais obligée. Alors maintenant je suis très reconnaissante envers toute cette situation, toutes les personnes qui ont participé à cette situation, d'avoir agi comme ils ont agi, parce que ça m'a permis d'avoir un déclic et ça m'a permis de m'arrêter et de prendre les choses en main. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai très mal vécu cette période, même si aujourd'hui, je suis très contente de la personne que je suis et je suis consciente que la personne que je suis est celle que je suis parce que j'ai vécu tout ce qui s'est passé avant. Mais clairement, c'était pas un moment agréable pour moi. Donc en février 2016, j'ai enfin été diagnostiquée narcoleptique. Sur le coup, ça a été un soulagement, sauf que c'était pas non plus une victoire, dans le sens où la narcolepsie, c'est une maladie qu'on ne comprend pas vraiment, dont on ne connaît pas vraiment les tenants. Et surtout, c'est une maladie qui est considérée comme incurable parce qu'en fait, on peut donner des traitements, mais qui sont des traitements qui vont améliorer la vie du patient, mais qui ne sont pas des traitements qui vont permettre en fait
qui vont avoir un effet curatif, qui vont permettre de se débarrasser en fait de cette maladie. C'est des médicaments, on connaît les effets que ça, mais pas tant que ça, et le cerveau, on sait pas tant que ça comment ça fonctionne, et en fait, on joue un peu aux apprentis sorciers en fait, je trouve. On donne des médicaments, mais voilà quoi, on sait que ça a un effet, mais lequel exactement, voilà. Est-ce que ça a vraiment des effets négatifs? On sait pas trop, tu vois. Il y a un peu ce côté-là que j'aime pas, et donc du coup, il y avait dans les médicaments que je pouvais prendre, des somnifères, et après des médicaments pour me maintenir éveillée, donc des neuroexcitants. Et en fait j'en ai jamais pris. Grâce à une personne de ma famille qui est assez opposée aux molécules chimiques et de la pharmacie. Et je le remercie énormément de m'avoir supplié de ne pas prendre ces médicaments alors que j'étais prête à les prendre. Et sur le coup, cette personne a eu un discours qui m'a révoltée, mais je me suis quand même dit, bon allez, pourquoi pas. Il m'a dit, essaye par les médecines non conventionnelles. T'as qu'à essayer de faire un jeûne. Moi je connais un médecin de médecine traditionnelle indienne qui peut peut-être aussi t'aider. Et là je lui ai dit, mais t'es complètement fou en fait. J'ai une maladie depuis ma naissance, qui est une maladie génétique, parce qu'on a trouvé un marqueur génétique dans mon sang, que j'ai depuis tout le temps, et qui est incurable en fait. Donc je vois pas comment je peux guérir avec un jeûne en arrêtant de manger et en buvant que de l'eau pendant 1 semaine ou 2 semaines, ou avec des pratiques de médecine non conventionnelle en fait. Voilà, je lui ai d'ailleurs parlé assez méchamment en lui disant mais arrête, laisse-moi tranquille et laisse-moi prendre mes médicaments chimiques de la pharmacie occidentale. Et il a quand même insisté et il m'a dit écoute, essaye, de toute façon tu n'as rien à perdre. Et c'était pas faux, je n'avais rien à perdre parce que on était en octobre 2016 et en fait à cette époque je vivais une descente aux enfers. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mes études de master, je voulais normalement enchaîner sur une thèse en laboratoire avec le laboratoire dans lequel j'avais fait mon stage de dernière année de master. Sauf qu'on n'a pas eu la bourse de thèse, que je n'avais pas prévu de plan B derrière et que quand j'ai essayé au mois de juillet, quand j'ai appris qu'on n'avait pas eu la bourse de thèse, quand j'ai essayé de trouver une autre bourse de thèse, j'en ai pas trouvé. Du coup je me suis dit que j'avais un master en biologie et donc que j'allais réussir à trouver quand même un travail dans ce domaine-là. Je n'ai pas trouvé. J'ai été très pressée par le temps parce qu'il me fallait de l'argent, parce que quand j'étais en stage j'étais payée 500 € par mois, ce qui n'était bien évidemment pas suffisant pour subvenir à mes besoins sachant que je vivais à Paris. Et donc du coup j'ai été pressée par le temps et j'ai postulé dans un magasin de... je vais dire le nom parce qu'en fait je m'en fiche. J'ai postulé chez Naturalia, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une chaîne de supermarchés, en anglais on dit organique, qui vend des produits issus de l'agriculture biologique. Et donc j'ai été embauchée en tant que vendeuse caissière dans ce genre de magasin. Donc déjà c'était un peu difficile parce que je sortais de mon master, j'étais diplômée, j'avais un bac+5 et je me retrouvais à être caissière à Naturalia. C'était clairement pas un travail qui était valorisant pour moi, qui n'était pas très stimulant non plus. En plus, je pensais que comme c'était un magasin bio, je me suis dit que ça allait être quand même dans le respect des personnes, que ça allait correspondre à ma philosophie de vie, que ça allait être plutôt tranquille. En fin de compte, je pourrais peut-être le raconter dans une autre vidéo, mais Naturalia, c'est des gros connards et ils ne respectent absolument pas les droits des salariés, ils ne considèrent pas du tout les salariés, les conventions sont juste minables parce qu'en fait ils font partie du groupe Super U
casino et en fait ils traitent leurs employés comme de la merde et c'était extrêmement violent. On m'a fait faire des horaires. Moi quand j'ai eu mon entretien d'embauche, j'ai dit je veux faire des horaires de magasin, à savoir du maximum 9h du matin, 21h du soir. On m'a dit oui bien sûr, pas de souci. Au bout de 2 semaines de travail, on m'a dit demain tu viens à 6h du matin parce qu'il faut faire l'accueil des livraisons. Et moi j'ai dit mais non, j'ai pas signé pour ça. Et on m'a dit si, dans ton contrat c'est bien marqué que tu peux faire les préouvertures. Donc effectivement c'était le cas. Et effectivement j'étais bien baisée, j'étais obligée de le faire. Et pour moi c'était extrêmement difficile, sachant que j'étais déjà très fatiguée, que je sortais d'une période où j'avais eu ma fin d'année, avec le rendu de mon mémoire de stage, avec le concours pour à l'école, auprès de l'école doctorale pour avoir ma bourse de thèse que je n'avais pas eue. C'était extrêmement stressant, tout était en même temps. Donc j'avais une période extrêmement stressante. Pendant 6 mois j'avais énormément travaillé, j'avais besoin de repos et je ne me suis pas accordé ce repos. J'ai tout de suite enchaîné sans même vacances, j'ai eu un week-end de repos. J'ai enchaîné avec ce job alimentaire parce que j'avais besoin d'argent et du coup j'étais épuisée et on me demandait en plus de faire des horaires pas possibles alors que c'est pas ce que j'avais demandé à mon entretien d'embauche. Donc c'était extrêmement difficile, je me suis plainte et en plus c'était quand même un boulot assez physique où il fallait porter pas mal de cartons, enfin, c'est vraiment un métier difficile. Et je me suis énormément plainte et du coup ils m'ont pas gardée à la fin de ma période d'essai de 2 mois. Donc je me suis retrouvée mi-septembre sans thèse, alors que c'était quand même le rêve de ma vie. Je me suis retrouvée sans emploi, alors que je considérais que c'était quand même pas très difficile d'être caissière à Naturalia. En fait j'avais tort, c'est extrêmement difficile et j'admire énormément les personnes qui font ça et qui tiennent. Mais du coup je me sentais complètement nulle. À l'époque aussi j'étais en relation avec un homme depuis 4 ans et demi et ma relation commençait vraiment à s'effriter et mes rapports avec cette personne devenaient très compliqués, donc c'était aussi très épuisant. Je ne sentais pas qu'il me soutenait et je trouve qu'il ne m'a pas vraiment soutenue. D'ailleurs il m'a plutôt enfoncée à cette période là. Après je le pardonne parce que c'était aussi une période difficile pour lui, mais néanmoins je peux pas dire qu'il m'ait soutenue. Et en plus je me rendais compte que j'étais malade et que ça allait quand même être très difficile de mener la carrière ambitieuse de chercheuse que je voulais avoir en étant narcoleptique. Donc du coup j'ai fait une grosse dépression et je crois que je l'ai jamais dit à mon entourage proche à cette époque là, mais j'ai très sérieusement pensé au suicide, j'ai très sérieusement pensé à arrêter ma vie. C'était une énorme erreur, mais j'étais dans un tel cul-de-sac émotionnel que je n'en pouvais plus et que j'avais une seule envie, c'était que ça s'arrête. Je n'ai jamais essayé de passer à l'acte, je n'ai jamais pris de mesures pour passer à l'acte, mais à de nombreux moments, je trouvais vraiment du réconfort dans le fait de m'imaginer en train de mourir, de mettre fin à ma vie, tellement que je n'en pouvais plus de cette situation en fait. Et donc effectivement, je n'avais rien à perdre et j'avais juste envie que tout s'arrête. Et du coup, c'est un petit peu ce que j'ai fait en décidant de partir 2 semaines à la campagne pour essayer de faire un jeûne hydrique suite à un reportage que j'avais vu que je te conseille, qui a été diffusé sur Arte, qui s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie, point d'interrogation, où en fait ce reportage ne parlait pas de la narcolepsie mais parlait notamment de la dépression et des cas de dépression et d'énormément d'autres cas et les cas de dépression qui avaient réussi à être soignés juste en jeûnant. Donc le jeûne, si tu ne sais pas rapidement, le principe c'est très simple, tu ne fais que boire de l'eau et tu ne manges pas pendant un certain temps. Ça peut être uniquement pendant 24 heures, ça peut être pendant 3 jours, ça peut être pendant 1 semaine et moi j'ai décidé de le faire pendant 2 semaines. Donc j'ai pris mon chien qui était bébé à l'époque et je suis allée dans la maison de campagne de ma mère et j'ai juste pris des bouteilles d'eau, rien à manger, il n'y avait rien à manger dans la maison
et j'ai commencé à faire ce jeûne. Peut-être que je te ferai une vidéo si ça t'intéresse ou si je ressens le besoin de la faire, où je t'expliquerai un peu plus en détail comment ça s'est passé. Mais en bref, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de ces 2 semaines de jeûne, où je n'ai fait que boire, où je n'ai uniquement bu de l'eau, à la fin de ces 2 semaines, je n'étais plus narcoleptique. Waouh! Deuxième pause sucre. Alors, tu vas me dire, comment ça t'étais plus narcoleptique? Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai eu cette expérience incroyable où, après seulement 8 heures de sommeil, je me réveillais à 7h30 du matin avec l'esprit clair, désembrumé. Et de l'énergie en fait. De l'énergie pour vivre. Alors en plus de ça, le bonus, c'est qu'effectivement ma dépression avait disparu. Ma situation était toujours aussi merdique, mais je n'étais plus déprimée et j'avais la force de trouver des solutions, de mettre en place des actions pour sortir de cette situation merdique. Alors qu'avant, la dépression faisait que j'avais juste envie de me mettre en boule dans mon lit et attendre que ça passe. Sauf que bien évidemment, rester en boule dans son lit, ce n'est pas la meilleure manière pour trouver un travail, pour trouver une thèse, pour reprendre sa vie en main en fait. Donc là, je me sentais capable de reprendre ma vie en main et de repartir. Bon, ça a été un peu plus long que ce que je pensais. Ça m'a pris 2 ans pour vraiment me reprendre en main parce que le chemin a été quand même assez long et c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Ce qui s'est passé donc, après avoir fait mon jeûne de 2 semaines, je suis rentrée à Paris, vivre avec mon copain, reprendre ma petite vie, rechercher un travail. Donc au début j'étais pleine d'espoir, j'ai à nouveau cherché un travail en rapport avec ma qualification, avec mon master. Je n'en ai pas trouvé, du coup je suis repartie sur un boulot qui était encore plus pourri, enfin en tout cas qui pour moi était encore plus difficile à faire, qui était opératrice dans un call center. Donc je passais ma journée à démarcher des gens au téléphone comme une machine. Ça a été extrêmement violent et encore une fois, j'ai énormément d'admiration pour les personnes qui arrivent à faire ce métier, à se lever tous les jours pour démarcher comme ça les gens au téléphone, se prendre les mauvaises humeurs des personnes toute la journée, se faire raccrocher au nez, se faire insulter, se faire engueuler juste parce qu'on fait notre boulot en fait, et continuer à être dynamique, à avoir le sourire dans la voix et être sympathique avec le client d'après, que tu enchaînes sans aucune pause. Donc ça veut dire que tu vas te faire engueuler comme du poisson pourri, le client va raccrocher et 3 secondes après, tu as un autre client et toi, tu as 3 secondes pour repartir et être dynamique et être dans la bonne attitude pour essayer de bien faire ton travail. C'est un métier qui est extrêmement difficile et j'ai toujours été très correcte au téléphone avec les personnes que j'avais. Et je le suis encore plus. Et maintenant je finis toujours par bon courage, bonne fin de journée, bonne fin de service, merci, voilà. Parce que en fait je me rends compte à quel point c'est un métier extrêmement difficile et très très mal considéré. Et absolument pas bien payé, hein, j'étais au SMIC. En plus il y avait les fêtes de Noël, donc j'ai extrêmement mal mangé. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo où je parle de Noël. Moi je suis incapable quand je suis à un repas de Noël d'être raisonnable avec la nourriture. Du coup j'ai extrêmement mal mangé. Je suis repartie grosso modo dans un rythme de travail qui était très néfaste et donc je suis redevenue narcoleptique. Les symptômes de ma narcolepsie en fait sont revenus. Mais la grosse différence, c'est que cette fois-ci j'avais l'espoir. Parce que je savais qu'en fait, mon corps, intrinsèquement,
été capable de ne pas être narcoleptique et donc que ce n'était pas une fatalité que je sois narcoleptique, que j'étais capable. Et en fait, il fallait juste que je parte à la quête d'une médecine. Moi, au début, je pensais que c'était d'une alimentation, comme j'avais fait un jeûne et que ça m'avait soigné. Ça m'avait permis de ne plus être narcoleptique. Je pensais que le secret était dans l'alimentation. Je n'avais pas complètement tort, mais en fait, il y avait d'autres données à prendre en compte. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc effectivement, cette fois j'avais de l'espoir et donc je suis partie en quête de solutions pour ne plus être narcoleptique. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé. Ok, donc maintenant je te parle de la suite de mon parcours à la recherche de la santé afin de trouver une cure, afin de retrouver en fait le moyen de ne plus être narcoleptique comme... Je sais pas, cette vidéo me retourne, j'arrête pas de manger alors que j'ai pas faim. Mais en fait, je sais pas, il faut que... Je crois que c'est assez mauvais quand t'as des émotions de manger, mais là c'est clairement une tentative pour moi de passer outre et de pas trop écouter mes émotions et de manger mes émotions. Bon, c'est pas un conseil que je te donne, mais parfois voilà, ça arrive. Ok, donc on continue. Donc, le premier médecin non conventionnel que j'ai vu après avoir fait mon jeûne, c'est un médecin qu'on appelle un Védia, qui pratique l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne. Donc je te passe les détails parce que la vidéo est déjà suffisamment longue. Si ça t'intéresse, je peux te renseigner des chaînes ou des... Je peux te donner des articles aussi qui parlent un petit peu de ça. Et puis je pense que tu peux trouver très facilement sur internet énormément de contenu. Mais grosso modo, ce que ce médecin qu'on va donc appeler Védia, ce que le Védia m'a dit, c'est que en fait j'avais un problème. Alors, je te répète ce qu'il m'a dit. Pour moi, ça fait sens. Avec mes connaissances en physiologie, c'est plutôt logique. Mais ce n'est pas prouvé, ce qu'il me dit n'est pas prouvé scientifiquement et c'est possible que ça soit faux en fait. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça fait sens et c'est assez logique. Ce que ce Védia m'a dit, c'est en fait que j'avais un problème qui me rendait malade, c'est que j'avais trop d'eau dans mon corps. Et c'est vrai que je faisais à l'époque et depuis toute petite énormément de rétention d'eau. Donc ça veut dire que tu gardes l'eau dans ton corps. La question c'est pourquoi, quel était le mécanisme, pourquoi je gardais autant d'eau dans mon corps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que j'étais petite, je crois que je l'ai pas toujours été, mais en tout cas depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été constipée chronique. Quand je parle de constipation chronique, ça veut dire que j'allais aux toilettes une fois tous les 5 jours. Normalement, maintenant je le sais, il faut aller aux toilettes au moins une fois par jour, voire plusieurs fois par jour. Et en fait, ce que je pense, c'est que le fait que j'étais constipée chronique faisait que je gardais donc les matières fécales très longtemps en moi. Et en fait, ce que le médecin ayurvédique m'a expliqué, c'est que ça c'était extrêmement toxique. Et du coup, je pense que le mécanisme qui se produisait, c'est que comme je gardais énormément de toxines dans mon corps, pour compenser le fait que j'avais beaucoup de toxines, gardait aussi beaucoup d'eau pour diluer un petit peu les toxines. Donc du coup, je faisais de la rétention d'eau. Et en fait, je t'en reparlerai après, mais psychologiquement, je retenais les choses en moi. Donc je retenais la matière fécale et je retenais l'eau. Donc en fait, je gardais tout en moi.
Et d'ailleurs, je considérais que c'était mon métabolisme. J'étais aussi le genre de personne à manger un radis et à prendre 1 kilo. Et je pensais que c'était quelque chose qui serait le cas toute ma vie. Et donc j'étais en surpoids, de plus en plus en surpoids d'ailleurs. Et je pensais que c'était un peu inéluctable. Parce que c'était mon métabolisme. En fait, maintenant, je peux te dire que mon métabolisme a complètement changé et que parfois je mange comme 4. Je peux d'ailleurs manger 4 repas parfois par jour et je ne prends pas de poids en fait. Donc pour moi, c'est la preuve, qui n'est pas vraiment une preuve, mais c'est la preuve que en fait, toutes ces histoires de c'est ton métabolisme, c'est surtout le mental en fait qui fait qu'on est en surpoids ou pas et aussi qu'on est malade ou pas. Je suis pas sûre que ça marche pour toutes les maladies, mais je crois que ça peut marcher pour quand même pas mal de maladies. Et donc, ce médecin ayurvédique m'a proposé de manger différemment. Comme depuis mon enfance, j'étais en surpoids, j'avais pris l'habitude de faire des régimes et de manger des aliments pas à basse calorie. Ce qui veut dire des aliments avec beaucoup d'eau en fait. Donc par exemple, je mangeais énormément de courgettes, d'aubergines, de concombres, des légumes qui puissent me remplir, mais qui soient faibles en calories, donc qui avaient beaucoup d'eau. Et lui, il m'a dit, c'est fini, tu arrêtes. Maintenant, tu vas manger des aliments denses qui ne contiennent pas beaucoup d'eau, comme des lentilles, comme des pommes de terre, comme des patates douces, comme des légumes racines. Et c'est vrai que c'est des aliments que je m'interdisais un petit peu parce que je me disais que ça faisait grossir. Il m'a aussi dit d'arrêter de trop boire. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais pris conscience que je pouvais trop boire. À chaque fois, on prenait soin, les médecins et les autres personnes, de me demander est-ce que je bois assez. Et effectivement, je buvais assez, je buvais entre 1 litre et 2 litres d'eau par jour. Mais en fait, vu mon alimentation déjà très riche en eau, en fait, je buvais trop. Et donc, il m'a dit d'arrêter de boire autant. La conséquence que ça a eu, c'est que du coup, j'ai dû aussi arrêter de manger des aliments sucrés. Parce que quand tu manges du sucre, après, tu as envie de boire de l'eau. Et là, comme j'avais plus vraiment le droit de boire autant d'eau, du coup, je ne pouvais plus trop manger d'aliments sucrés. C'est aussi une démarche dans laquelle j'étais, et je te ferai probablement une vidéo parce que ça va être vraiment trop long sinon, mais j'ai aussi complètement changé mon mode d'alimentation et c'est une démarche dans laquelle j'étais déjà auparavant, mais que j'ai vraiment terminée, quasiment terminée, avec cette rencontre et avec l'application des principes de l'Ayurveda, c'est que j'ai complètement arrêté de manger des aliments transformés et des aliments industriels. Quand je dis complètement, c'est faux, je n'ai pas complètement arrêté, ça m'arrive encore. Aujourd'hui, je viens de manger un chocolat industriel, donc ça m'arrive encore d'en manger, mais j'ai quand même drastiquement réduit la part des aliments industriels et il y a des aliments tout prêts, type les plats picards, les plats tout préparés, les plats surgelés, que je ne mange plus du tout et qui sont des aliments remplis d'additifs, de conservateurs et de substances que je pense très toxiques pour le corps et qui rendent accro. Donc ça a été une première chose, le travail de fond sur l'alimentation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais énormément de mal à réguler mon alimentation parce qu'en fait, mon alimentation était liée à mon mental. Et pour ça, j'ai vu un médecin qui m'a énormément aidée, qui s'appelle un kinésiologue. Donc en fait, apparemment, c'est un médecin qui a fait des études d'ostéopathie et qui les a complétées par 3 ans d'études en médecine traditionnelle chinoise. Et donc du coup, ce médecin te parle, qui n'est pas un médecin d'ailleurs reconnu par l'ordre des médecins, hein. Je l'appelle médecin mais on va l'appeler le kinésiologue. Et ce kinésiologue, en fait, te parle d'énergie, te parle de méridiens d'énergie comme dans la médecine chinoise. Et je vais pas vraiment t'expliquer parce que ça va être encore un peu long et en fait j'ai pas tout compris. Mais grosso modo, il te fait des manipulations qui ressemblent un peu à des manipulations d'ostéopathie, sauf que apparemment il te débloque des méridiens d'énergie
et ça te débloque en fait des blocages énergétiques que tu avais dus à des émotions et ça impacte aussi la façon dont tu t'alimentes. J'avoue, c'est pas très compréhensible parce que moi-même j'ai pas tout compris. Il y a beaucoup de gens, c'est un peu la partie où quand je raconte mon histoire, les gens me disent ouais mais ça c'est n'importe quoi, c'est un effet placebo. C'est possible. Bien évidemment, c'est possible. Je n'ai pas la preuve. Par contre, j'ai l'intime conviction que ce n'était pas un effet placebo parce que, notamment sur les premières séances, j'ai immédiatement senti l'effet des manipulations qui me faisaient dans mon corps. Ça m'impactait énormément et j'ai eu des changements extrêmement rapides et vraiment liés à la troisième partie de ma guérison qui était le travail psychologique que j'ai fait sur moi. Donc ce travail psychologique, en gros ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une introspection, une remise en question de la plupart de mes mécanismes de vie et j'ai questionné tous mes schémas de pensée et j'ai énormément modifié ma vision des choses. Je l'ai aussi lié à une spiritualité. Et en fait, je pense que le travail que j'ai fait s'appelle une analyse psychologique. Sauf que moi, je ne l'ai pas faite avec un professionnel en séance. Mais je l'ai fait, en fait, j'ai eu l'énorme chance d'avoir une amie qui est re-rentrée dans ma vie au bon moment, qui était branchée, qui s'appelle Johanna, que j'aime de tout mon cœur, qui a participé à ce renouveau dans ma vie. Et en fait, cette amie avait fait des études de sociologie et s'intéressait énormément à la psychologie, donc elle avait pas mal d'outils en fait à sa disposition et elle a pu me guider et me donner le recul. C'est aussi une personne qui est extrêmement intelligente, qui a une forte capacité intuitive d'analyse et d'écoute. Donc elle a vraiment joué le rôle de ma psychothérapeute sans être une professionnelle et donc du coup ça a été très confortable pour moi parce que c'était vraiment dans un cadre sécurisant et intime et on a passé des heures innombrables à discuter. Elle m'a fait ouvrir les yeux sur de nombreuses choses qui me semblaient normales et en fait qui n'étaient pas si normales que ça dans ma vie. Quand je dis normales, c'est par exemple je ne savais pas faire respecter mes limites, je ne savais pas dire non et je considérais que c'était quelque chose de plutôt normal, de plutôt sain et en fait elle m'a fait prendre conscience que pas du tout et que c'était très important que notamment j'apprenne à dire non. C'est aussi une période où j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu plus, où j'ai découvert des outils aussi d'écoute de soi comme la CNV. Je vais te faire une autre vidéo, si j'ai déjà faite, je te la mets en barre d'infos juste en dessous. Donc la communication non violente qui m'a aussi énormément aidée. C'est une période aussi où ma vie privée a énormément changé, je me suis séparée de mon copain et maintenant on est en bons termes, mais c'est vrai que c'était une chose nécessaire car j'étais dans une relation que je peux vraiment définir comme toxique avec cet homme. D'ailleurs, parenthèse, ce n'était pas uniquement sa faute, c'était aussi ma faute et je reconnais complètement la responsabilité et la part que j'avais dans cette relation toxique. Je considère qu'une relation toxique, ça se fait à deux. Même si j'avais plutôt la place de la victime, c'est quand même aussi ma responsabilité et c'est notamment parce que je ne savais pas poser mes limites, que je ne savais pas dire non et d'autres mécanismes que j'ai déconstruits. Et en fait, tout ça, donc l'alimentation, le travail avec le kinésiologue qui m'a aidé à débloquer, je pense que j'aurais pu faire ce travail sans le kinésiologue, c'est juste qu'avec le kinésiologue, c'est allé vraiment plus vite. Le déblocage du coup était un peu provoqué par lui et du coup j'ai avancé extrêmement vite. Et le travail donc psychologique que j'ai fait avec mon amie Johanna, ces 3 paramètres m'ont complètement changé
Et après 2 ans, et bien en fait, maintenant je ne suis plus narcoleptique. Maintenant je ne suis plus constipée chronique, je vais aux toilettes tous les jours, plusieurs fois par jour parfois. Je mange extrêmement sainement, j'ai très peu de craquage, j'ai de moins en moins et j'en ai vraiment peu maintenant de craquage alimentaire dû à mes émotions. J'ai une meilleure capacité de gestion de mes émotions. Désormais je sais poser mes limites de plus en plus, j'ai encore du travail à faire, mais en tout cas c'est de plus en plus facile pour moi de dire non. C'est de plus en plus facile pour moi aussi, j'ai aussi de plus en plus d'énergie. J'ai pris conscience en fait que plus je bouge, plus j'ai d'énergie. Donc par exemple je danse énormément et ça me donne énormément d'énergie. Parfois j'ai même trop d'énergie et j'ai du mal à gérer ça. Mes sens, mes 5 sens ont complètement changé et se sont complètement développés. Maintenant j'ai des sens hyper développés. J'ai énormément changé au niveau de mon mental, mais en fait je considère que je n'ai pas changé. Je considère que j'ai juste réussi à accéder à ma vraie personnalité et que avant je n'étais pas dans ma vraie personnalité, mais plutôt en fait dans un faux moi construit à cause de mes blessures. J'ai aussi lu énormément de livres de psychologie et de développement personnel qui m'ont aidée. Je te conseille notamment Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Si t'as pas envie d'acheter le livre ou si t'es pas fan du mode de lecture, ça reste quand même un livre qui est petit et qui est facile à lire et je pense que c'est vraiment bien de le lire, et même plusieurs fois dans sa vie. Mais tu peux déjà trouver, si tu veux t'intéresser un petit peu, tu tapes le titre du livre ou les 5 blessures émotionnelles et tu peux trouver pas mal de vidéos, notamment sur YouTube, de personnes qui parlent de ça. Je peux te mettre aussi en lien la chaîne de Carole Rinaldi qui parle de ces 5 blessures et comment elle l'applique dans sa vie de tous les jours. C'est hyper intéressant. Et en fait, je pense que la personne que je suis aujourd'hui est la vraie Angela et la personne que j'étais avant n'était pas la vraie Angela. Parmi les choses aussi que j'ai découvert la colère. J'avais une colère qui était complètement inhibée. Alors j'ai été en colère dans ma vie, mais je crois que vers 14-16 ans, j'ai arrêté d'être en colère et j'ai été complètement soumise à la vie. Et quand quelque chose ne me plaisait pas, j'avais le réflexe d'être en état de dépression, mais pas en état de colère, de révolte. Et maintenant j'ai retrouvé la colère en moi. C'est une colère que j'aime énormément, qui me permet de me révolter, que je trouve juste et douce, mais ferme. Et en fait, j'admire ma colère et je l'aime énormément. Alors que c'est souvent une émotion qui est dévalorisée, mais en fait, je pense que le problème n'est pas l'émotion, mais le problème est dans la manière qu'on peut avoir de décharger notre colère en fait. Et je pourrais te faire une autre vidéo, notamment c'est un livre du petit-fils de Gandhi qui s'appelle Le pouvoir de la colère qui m'a énormément inspirée. Je pense que je te ferai une vidéo parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je ne sais pas vraiment comment finir, je pense que je vais finir un petit peu en nœud de boudin. Attends, je reprends mon carnet. Ah oui, aussi, si tu es convaincu ou en tout cas intrigué par mon histoire, je peux complètement comprendre. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis une mytho et que ce que je viens de dire est faux et que en fait j'étais pas vraiment narcoleptique et que blablabla je ne sais pas quoi. Je peux comprendre, mais en fait j'étais vraiment narcoleptique et je le suis plus aujourd'hui et j'ai énormément d'énergie. Et c'est un truc de fou. Je ne sais pas si ça peut marcher sur tout le monde. Je ne sais pas si ça peut marcher avec d'autres maladies. Mais maintenant, j'ai la conviction que énormément de maladies sont liées en fait à l'état mental. Et si ça t'intéresse, tu peux donc chercher de la documentation. Donc Lise Bourbeau en parle aussi. Et c'est aussi Michel Oudoul qui a fait un livre, je crois qu'il s'appelle
Dis-moi où tu as mal et je te dirai qui tu es, un truc dans le genre, qui parle aussi de cette influence du psychisme sur le corps et donc sur les maladies. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là-dedans et je m'y intéresse énormément et je pense que ça marche pas tout le temps. Parfois c'est un peu gros. Je suis encore sceptique sur certains points. Mais je trouve que souvent, notamment sur des petites maladies, ça marche. Je vais m'arrêter là. Je crois que ça fait déjà beaucoup. Merci d'avoir pris le temps et l'énergie pour regarder cette très longue vidéo. Et en fait, je me sentais pas capable de faire plus court que ça parce que pour moi, il y avait énormément de détails qui ont leur importance dans cette histoire. J'espère que tu l'as compris. N'hésite pas à me poser des questions. Si je peux te répondre, je t'y répondrai. Après, je pense que pour l'instant, l'état de mes connaissances ne me permet pas d'expliquer plus que ce que je t'ai expliqué. Je crois que je t'ai dit à peu près tout ce que je pouvais te dire sur le sujet. Il y a des questions qui restent en suspension, mais je pense pas être capable d'y répondre. Si toi tu penses qu'il y a des réponses à certains mécanismes ou s'il y a certaines choses qui te semblent fausses, ça m'intéresse énormément d'avoir ton opinion, donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je suis consciente aussi que ce genre de vidéo, quand toi-même tu as une maladie qui est considérée comme incurable, ça peut avoir un impact qui n'est pas négligeable. Le message de cette vidéo, je sais pas s'il y avait vraiment un message en fait. Je trouve que mon parcours, mon histoire est quand même assez exceptionnel, donc j'avais envie de te le raconter. Je ne veux pas donner de faux espoirs à des gens qui ont des maladies qui sont dites incurables en leur disant si c'est bon, battez-vous, vous pouvez guérir. Je suis pas sûre que ça marche avec toutes les maladies et je pense pas que ça marche avec toutes les maladies. Après, je pense que dans une certaine mesure, pourquoi pas essayer certaines médecines. Alors après, il y a toujours le cas extrême du cancer qui est donné en exemple. Je ne peux pas donner de conseils à des personnes qui ont un cancer. C'est quand même une maladie mortelle, donc je pense que c'est à chacun de voir avec son médecin, avec l'état de sa maladie et je n'en sais rien si des médecines non conventionnelles peuvent aider au moins dans le traitement du cancer. Je n'ai jamais eu de cancer. Dans ma famille, il n'y a jamais eu de cancer. Je n'ai pas d'exemple proche que j'ai pu suivre. Donc, je ne m'avancerai pas sur ce genre de sujet. Mais je pense que pour les personnes, en tout cas, qui ont des petites maladies, ça peut être intéressant déjà d'essayer au maximum de limiter sa prise de médicaments. Et ça peut être intéressant d'essayer de trouver des moyens de se soigner autres qu'en passant par les médecines conventionnelles. Et pour les personnes qui ont des grosses maladies incurables, comme par exemple pour moi la narcolepsie, je pense notamment aussi à un ami qui avait la maladie de Crohn et son état s'est énormément amélioré après avoir fait un parcours similaire au mien. Je pense que ça vaut le coup d'essayer d'aller voir des personnes qui font partie des médecines non conventionnelles. Après, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant parce que malheureusement, ce sont des pratiques qui ne sont pas encadrées parce qu'elles ne font justement pas partie du système médical conventionnel. Et du coup, je pense que malheureusement, il y a énormément de charlatans dans ce milieu-là, énormément de personnes
qui vous promettent des guérisons miraculeuses, monts et merveilles, en échange de consultations extrêmement chères. Et il y a des personnes aussi qui vendent des produits qui n'ont pas vraiment d'effet et qui les vendent très cher et qui se font énormément d'argent là-dessus. Le problème, c'est que c'est parce que ce n'est pas encadré, et moi j'aimerais vraiment que tout ce genre de médecine soit mieux encadré et qu'on fasse plus de recherches, notamment sur cette thématique-là, pour essayer de comprendre les mécanismes et de pouvoir faire le tri entre les charlatans et les personnes qui peuvent vraiment nous aider, parce que pour moi, il y a une vraie médecine qui peut être très efficace et qui peut éviter aussi la médecine traditionnelle, notre médecine occidentale, qui est très chimique. Et il y a des vraies ressources à puiser dans les médecines traditionnelles indiennes, dans les médecines traditionnelles chinoises, dans les médecines, je pense aussi énergétiques, comme les magnétiseurs. D'ailleurs, parenthèse, je suis aussi allée voir un magnétiseur. Il m'a dit des choses très intéressantes, mais je suis allée le voir qu'une seule fois parce que j'ai senti un effet. Mais comme je travaillais déjà avec un médecin qui travaillait sur les énergies, qui n'est pas un médecin d'ailleurs, pardon, qui était le kinésiologue, ça faisait un peu double emploi et du coup je ne l'ai pas suivi. Mais je pense que les magnétiseurs, ça peut aussi faire de l'effet. Moi j'ai des histoires dans les petits villages du sud et de la Corse où on m'a raconté des histoires et des cas de parleurs de feu par exemple. Et je sais que dans le sud, notamment à Montpellier, à l'hôpital, ils font appel à des parleurs de feu parce qu'ils ont des résultats assez incroyables. Donc voilà, je pense qu'il y a des ressources à puiser dans ce qu'on appelle les sorciers, dans ce qu'on appelle les guérisseurs. Et c'est dommage de s'en priver, mais il faut rester extrêmement vigilant et ne pas faire confiance aveuglément. Mais d'ailleurs, ceci vaut aussi pour la médecine occidentale classique. Je pense que quand tu vas voir un médecin, il ne faut pas lui faire confiance. Il faut au maximum essayer de rester vigilant et avoir l'esprit critique par rapport à ce qu'il te dit, parce que c'est ton corps. Et il ne faut pas hésiter à aller voir plusieurs médecins, à demander des recommandations, à ne pas accepter un diagnostic et surtout un traitement trop vite sans y avoir réfléchi. Après, je trouve que c'est aussi extrêmement difficile. Moi-même, j'ai quand même un bac+5 en sciences, en biologie, et je m'y connais un petit peu quand même en physiologie humaine. Et ça reste difficile pour moi de démêler parfois ce qui est du charabia médical. Et effectivement, je pense que le réflexe Doctissimo n'est pas forcément un très bon réflexe. Donc, je n'ai pas de solution. Je trouve que c'est une situation qui est un petit peu merdique. Mais je pense que la solution, c'est aller voir plusieurs médecins, demander des avis autour de toi, en parler. Parfois aussi c'est souvent assez tabou la maladie, mais c'est débile que ça soit un tabou, et n'hésite pas à en parler, à te documenter, à essayer de trouver, à essayer au moins de comprendre ce qui va se passer. Voilà, c'est un sujet complexe, j'essaye de te donner des conseils tout en ne me mouillant pas trop, parce que très clairement je me sens pas extrêmement légitime. J'ai quand même réussi à terminer en nœud de boudin, la caméra a coupé, je ne sais pas quand, et je n'ai pas la force de reprendre ma vidéo. Donc je m'arrête là. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, je t'embrasse fort et je te dis à bientôt.